introduire tout simplement. Bien, écoutez, bonjour à toutes et bienvenue pour ce webinaire RH de Laval Économie où on a le plaisir d'avoir la présentation d'Ipsia, qui est une offre de service social aux entreprises. Et je suis absolument ravie de permettre à Audrey Clavreul de se présenter auprès de vous parce qu'effectivement, comme vous le savez, au niveau de Laval Économie, on essaye en tout cas de faire au mieux pour outiller les entreprises pour mieux attirer, recruter et fidéliser. Et là, on est plutôt sur l'axe de finalement la fidélisation des salariés en entreprise. Et c'est toujours un plaisir de convier des partenaires qui peuvent présenter leurs dispositifs qui pourraient être, et on l'espère, toujours des outils intéressants pour vous. Donc, je vais rapidement laisser la parole à Audrey, qui pourra se présenter et présenter effectivement l'offre de service auprès de vous. Et puis, on n'hésitera pas en fin de présentation, s'il y a des questions à poser, de pouvoir en échanger. Donc voilà, je te laisse la parole, Audrey, et merci à l'avance de ton intervention. Merci Sabrina. Effectivement, alors je te remercie moi aussi de me permettre d'intervenir sur ce webinaire RH pour présenter Ipsia. À la fois présenter Ipsia, me présenter moi, mon métier en tant qu'assistante sociale du travail, et puis pouvoir vous présenter l'intérêt de mettre en place un service social dans une entreprise, à la fois pour l'entreprise, pour les salariés. Et voilà, vous donner toutes ces informations-là pour que vous puissiez mieux connaître ce qu'est un service social du travail. Alors, dans le webinaire, là, on a 40 minutes, c'est ça à peu près, Sabrina? Oui, Oui. tout à fait, 40 minutes max. Voilà. Ouais. Donc, je vais tâcher, moi, d'être la plus claire, la plus concise possible. Faudra pas hésiter en fin de webinaire, bien évidemment, à me poser vos questions. Voilà, à me faire part de tous les éléments qui poseraient question si toutefois il y en a, s'il y a des choses que j'ai pas abordées. Euh, donc, je vais commencer par présenter le service, me présenter moi. Je viendrai ensuite sur vraiment plus précisément ce sur quoi un service social en entreprise peut intervenir, les modalités de mise en place, l'intérêt pour l'entreprise, pour le salarié. Voilà, on va essayer de balayer l'ensemble des éléments. Pour toutes les questions peut-être un petit peu plus spécifiques à votre service, à votre entreprise, éventuellement, je vous propose qu'on puisse en échanger individuellement après le webinaire. Idem pour toutes les questions qui vont être de l'ordre des tarifs et des devis selon l'entreprise, selon les besoins. Ce sont des choses qui peuvent s'échanger après le webinaire. Donc voilà, là je vais vraiment me centrer sur le cœur de métier et les missions d'un service social en entreprise. Donc, Ipsia, c'est quoi? Ipsia, c'est un service social du travail, donc service social du travail indépendant à destination de l'ensemble des entreprises et salariés mayennais. Toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité. C'est important pour moi de le préciser parce que souvent, on peut avoir en tête qu'un service social du travail se met en place dans des grandes sociétés. Par habitude, on a en tête des entreprises où il y a un service social qui est implanté depuis plusieurs années, avec voilà, cette idée que ce sont plutôt les grandes entreprises qui vont le mettre en place. J'insiste sur le fait que la couverture là en Mayenne avec Ipsia, elle s'adresse vraiment à toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Et je vais y revenir dans les modalités après, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se mettre en place aussi pour les toutes petites entreprises. C'est un service social du travail donc indépendant que moi j'ai créé l'année dernière après 12 ans d'exercice dans l'accompagnement social. Donc à titre indicatif, je suis moi-même mayonnaise et impliquée dans l'accompagnement social et psychosocial sur le département depuis plusieurs années. J'ai pu travailler au conseil départemental, j'ai travaillé en entreprise, en service social du travail pendant plusieurs années également. Donc c'est un département que je connais bien, et raison pour laquelle voilà, j'ai souhaité créer ce service social du travail sur le département. Je suis de métier donc assistante sociale, diplômée d'État. Pourquoi je le précise? Tout simplement parce que le diplôme d'État nous confère en tant qu'assistante sociale un cadre déontologique strict.
Le cadre déontologique, alors pour vous donner vraiment les deux grandes lignes de ce cadre-là, c'est vraiment l'aspect secret professionnel. Donc là, on y est soumis par un article du Code pénal, un article 226-13, et gage de neutralité aussi pour les personnes accompagnées et pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est la base de nos travail en tant qu'assistante de service social. Je suis également inscrite au répertoire des professionnels de santé de l'ARS. Donc là, c'est pareil, c'est à titre indicatif que je l'indique, mais ça confère également un cadre déontologique strict. En tant qu'assistante sociale du travail, alors souvent, on se pose la question, on connaît le métier assistante sociale, on connaît le métier assistante sociale à l'hôpital, on connaît le métier d'assistante sociale dans les écoles, on connaît les métiers d'assistante sociale dans le public. On a un petit peu plus de mal à se le représenter en entreprise. Et effectivement, on est beaucoup moins nombreuses en entreprise que sur les autres structures. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en tant qu'assistante sociale du travail, on accompagne et évalue les situations dans leur globalité. On peut parfois me demander, mais du coup, vous n'intervenez que sur la sphère professionnelle ou que sur la sphère personnelle? Tout dépend. Voilà, j'ai plusieurs questions, plusieurs représentations. On accompagne sur les deux sphères, personnelle et professionnelle. Le but étant de répondre aux besoins des entreprises et des salariés dans le domaine de l'accompagnement social de façon générale. L'objectif de l'accompagnement social en entreprise, c'est un, de maintenir les salariés en emploi, donc de sécuriser les parcours, et deux, d'alléger le temps passé par l'entreprise dans la gestion des difficultés sociales. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup relaté par les entreprises, à la fois que je peux rencontrer, mais de façon générale, les services RH passent beaucoup de temps dans la gestion des difficultés sociales. Alors, je parle de service RH parce que là, je prends la configuration d'une entreprise qui dispose d'un service RH. Mais si on reprend l'exemple d'une TPE, il n'y a pas toujours de service RH. Et parfois, c'est le dirigeant de la TPE qui s'occupe de tous les aspects. Hein, donc, les aspects RH, les saisies sur salaire, les questions liées à la mutuelle, à la prévoyance, toutes les questions qui peuvent être posées par des salariés sur des difficultés personnelles ou professionnelles, hein, mais qui vont alourdir vraiment la charge de travail, soit d'un service RH, soit d'un dirigeant, au détriment du cœur de métier. Alors, avant de rentrer dans les différents champs d'intervention sur lesquels je peux intervenir en tant qu'assistante sociale du travail, je vais évoquer assez rapidement les constats actuels au niveau des difficultés sociales et voilà ce qu'on peut aujourd'hui relater. Alors tout d'abord, il y a les réalités socio-économiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Mayenne, on a un marché de l'emploi qui est sous tension. Qui dit marché de l'emploi sous tension, donc un taux de chômage à 5,5%, dit des salariés plus fragilisés, nécessitant un accompagnement renforcé. Alors pourquoi salariés plus fragilisés? Tout simplement parce que les personnes qui vont être recrutées sont possiblement plus éloignées de l'emploi. Alors possiblement, hein, c'est pas une généralité. En tout cas, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont confrontés aussi à ces difficultés-là, d'avoir des salariés qui n'ont possiblement pas travaillé depuis un certain temps, soit qui ont des difficultés à s'intégrer, à s'insérer dans le monde du travail. Alors pour plusieurs raisons, hein. Il peut s'agir d'une difficulté de mobilité, d'un problème de mode de garde, d'une difficulté financière, une problématique de logement. Là, je vous ai mis quelques exemples et j'y reviendrai après. C'est pas exhaustif évidemment, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un salarié en difficulté, c'est un risque accru d'absentéisme et de rupture de parcours. Donc là, ça peut être arrêt maladie, une rupture de période d'essai, une démission. Dans tous les cas, un salarié qui a des difficultés, on sait que le parcours va être fragilisé et avec voilà, cette possibilité d'aller vers un arrêt maladie ou une rupture dans le parcours. Des impacts budgétaires pour l'entreprise. Alors là aussi, c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des entreprises. Tout d'abord, le coût global de l'absentéisme et du turnover, qui représente plusieurs milliers d'euros pour l'entreprise. Alors le coût global, il va vraiment comprendre les coûts directs et indirects. Tout ce qui va toucher à la perte de productivité, la désorganisation,
Lorsqu'il y a un salarié, lorsqu'on a un poste vacant suite à un arrêt maladie ou suite à une démission, la désorganisation, le processus de recrutement, l'intégration, la formation, la mobilisation potentielle de collègues de travail pour former, pour accueillir, pour assurer les missions pendant que le poste n'est pas occupé. Tous ces coûts-là représentent plusieurs milliers d'euros pour l'entreprise. Alors, à titre indicatif, l'ensemble des études menées dans ce cadre-là estiment à peu près autour de 3 000 euros par salarié et par an le coût de l'absentéisme et du turnover. Alors, c'est une estimation plutôt basse hein, et avec des variations selon les entreprises, bien évidemment, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée voilà, du chiffre important que représente ce coût pour les entreprises. Là, je vous ai fait un calcul rapide, mais pour le coup, vous pourrez le faire pour votre entreprise. Pour 30 salariés, ça représente à peu près 90 000 euros par an. Pour 150 salariés, on en est à 450 000 euros par an. On est sur des montants astronomiques hein, quand on se dit que ce sont des choses qui pourraient être palliées, évitées. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les coûts liés également au temps passé par l'entreprise. Donc on en parlait tout à l'heure, service RH, manager, dans la gestion des problématiques sociales au détriment des cœurs de métier. Hein, c'est pareil, c'est un coût indirect, mais un gestionnaire RH qui passe du temps dans la gestion des difficultés sociales, forcément, c'est quelqu'un qui ne va pas être sur son cœur de métier. Et donc, c'est un coût indirect. Et puis les coûts liés à la perte de productivité, parce qu'un salarié en difficulté est forcément un salarié qui va être moins concentré, qui va être moins productif. Là, c'est quelque chose, on le sait tous, hein, quand on rencontre des difficultés personnelles, possiblement on ne dort pas la nuit ou on dort mal, on est moins concentré, moins efficace. Et donc ça, c'est pareil, ce sont des coûts et ça a un impact pour l'entreprise. Et puis des réalités humaines, alors là, ce sont des évidences, mais qui vont beaucoup mieux quand on les rappelle. Tout simplement, celle de rappeler que la vie professionnelle et la vie personnelle ne sont pas à scinder en deux. Nous restons une et même personne. Lorsque nous sommes au travail, nous apportons avec nous les problématiques personnelles et vice-versa, lorsque nous rencontrons des difficultés professionnelles, on les amène avec nous le soir. Et ce, quel que soit notre statut, quel que soit notre poste, nos difficultés personnelles impactent le travail et vice-versa. On a longtemps entendu que lorsque le salarié arrivait au travail, il devait se concentrer sur son poste de travail, s'occuper de ses problématiques personnelles en dehors du travail. On peut d'ailleurs encore entendre parfois les problématiques personnelles, moi ça ne me regarde pas, là tu es au travail. Dans les faits, un salarié qui a des problématiques personnelles, forcément, on le disait tout à l'heure, il sera moins concentré, il sera moins efficient, il sera moins efficace. Donc ça, c'est quand même, c'est quelque chose qui est très important, c'est à prendre en compte. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait de se dire, quel que soit notre statut, quel que soit notre poste. Parce qu'on peut encore avoir en tête également toutes les idées reçues sur le service social de façon générale, hein, sur le métier d'assistante sociale, toutes les idées reçues sur, ben non, je ne suis pas suffisamment en difficulté pour faire appel à une assistante sociale. Faire appel à une assistante sociale, c'est pas pour moi, c'est pour les cas sociaux. J'ai des problématiques budgétaires, mais pas suffisamment pour faire appel. Or, aujourd'hui, quelle que soit la problématique qu'on rencontre, on l'a déjà tous vécu, il y a des périodes où les batteries sont à plat. Parce que divorce, séparation, parce que un enfant qui a des problématiques de santé ou un handicap et pour lequel l'accès aux soins, l'accès aux professionnels de santé est un parcours du combattant, le décès d'un proche, un départ à la retraite, un parent en perte d'autonomie. Là, voilà, je vous donne ces exemples-là et c'est ceux que je vous ai notés dans le support, mais évidemment, il y en a plein d'autres et on y reviendra tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que, voilà, qu'on soit dirigeant d'entreprise ou agent d'entretien, c'est pas une question de statut. On peut tous, à un moment donné, avoir besoin d'un conseil, d'une information juridique, d'un soutien, d'une écoute dans les moments où on est fragilisé et où les batteries sont à plat pour mener les démarches.
Et l'autre réalité humaine, c'est le fait qu'agir en prévention va éviter l'aggravation et les conséquences des difficultés. Alors là aussi, c'est une évidence, mais malgré tout, c'est une évidence qu'il est bon de rappeler également, parce que ça a vraiment un impact. Plus on anticipe les difficultés, plus tôt on agit, plus on va éviter vraiment l'aggravation et la conséquence. Et donc la conséquence, ce sont celles qu'on a vues tout à l'heure, un arrêt maladie, une démission, une rupture de parcours, et qui va avoir elle-même des coûts astronomiques pour l'entreprise et des conséquences à la chaîne. Alors, je vous ai remis dans le diapo particulièrement après une prise de poste, parce qu'effectivement, on le constate, sécuriser une embauche après une prise de poste passe aussi par l'accompagnement social. Il y a tout un tas de choses importantes au moment de l'arrivée d'un collaborateur. Et d'ailleurs, Laval Économie, vous avez mis à disposition des outils dans ce cadre-là qui sont top pour permettre voilà, de ne rien oublier au moment de l'arrivée d'un nouveau salarié, parce que c'est une étape vraiment cruciale qu'il ne faut pas négliger. Et l'accompagnement social en fait pleinement partie. Parce que possiblement, si le salarié n'a pas... Alors là, je prends l'exemple d'un salarié qui n'a pas travaillé depuis longtemps, mais ce serait le cas pour quelqu'un qui simplement arriverait dans l'entreprise, enfin voilà, qui arriverait récemment après un autre poste. Quelqu'un qui a une difficulté de mobilité, une difficulté de logement, un problème de mode de garde, quelle que soit la problématique, plus on agit tôt, plus vite on va sécuriser le poste et éviter une fracture. J'en viens au champ d'intervention. Je rentre dans le cœur du sujet et le cœur de l'accompagnement social. Alors, c'est pas exhaustif, mais sur l'intervention sphère personnelle et sphère professionnelle, différentes thématiques. Ça va certainement vous parler, vous aurez très certainement des exemples en tête. Accompagnement possible sur le budget. Alors, sur le budget, ça peut être les difficultés ponctuelles, aide financière, aide à la gestion budgétaire, dossier de surendettement, tout ce qui va être les saisies sur salaire. Donc là, avec l'envoi de courriers de mise à disposition pour les salariés qui sont concernés par les saisies sur salaire. Lien et médiation avec les créanciers, mise en place d'échéanciers pour assainir la situation. Sur le volet familial, recherche d'un mode de garde, soutien des aidants familiaux, maternité. On parle souvent des difficultés et voilà, des choses qui peuvent être compliquées pour un salarié, mais il y a aussi les changements de façon générale. La maternité en est un. Et pas sans questionnement, voilà, pas sans démarche à mettre en place, pas sans dossier à réaliser. Donc, c'est aussi un accompagnement dans ce cadre-là. Tout ce qui va toucher aux séparations, aux divorces, qui sont des périodes pendant lesquelles on est fragilisé, fatigué, empreint de doute et dans la difficulté à être soutenu. C'est des périodes où on peut se sentir seul, donc c'est important d'être soutenu dans les périodes de séparation, de divorce. Tout ce qui va toucher bien sûr au deuil, soutien à la parentalité de façon générale, soutien en cas de violence conjugale et ou intrafamiliale. Sur le logement, recherche de logement, impayé de loyer, gestion des risques d'expulsion, médiation avec les bailleurs. Ça, ce sont des choses aussi qui sont très présentes. Tout ce qui touche à la mobilité, recherche de solutions de mobilité de façon générale. Démarche administrative, pareil, là, ça couvre l'ensemble des sphères, mais l'idée étant d'alléger l'entreprise sur les démarches administratives qu'elle peut potentiellement réaliser avec son salarié ou à la place du salarié, et qui est hyper chronophage, hein, quels que soient les dossiers, que ce soit auprès de la CAF, la CPM, la MSA, la CARSAT, la préfecture, les caisses de retraite complémentaires, prévoyance, quels que soient les dossiers, ce sont des démarches qui prennent du temps. Sur la sphère professionnelle, alors tout ce qui va toucher à la santé physique et mentale. Alors, sphère professionnelle, sphère personnelle, hein, vous l'avez compris, la frontière, voilà, c'est la santé, ça se retrouve aussi dans la sphère personnelle, bien évidemment. Tout ce qui va toucher aux addictions, accès aux soins et bilan de santé, accompagnement pendant un arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle. Alors là, on va surtout être sur le lien entreprise-salarié,
Parce que ce sont des périodes où, alors sur un arrêt longue maladie, l'entreprise peut parfois se dire j'ai besoin de contacter mon salarié, on a besoin de préparer son retour au poste parce que connaissance de difficultés, connaissance éventuellement de préconisation de la médecine du travail, mais il est en arrêt, je ne sais pas si je peux le contacter, je marche un petit peu sur des œufs. Donc là, l'idée, c'est d'intervenir aussi en tant que tierce personne dans la situation pour faire le lien entre l'entreprise et le salarié, le lien avec la médecine du travail, que ce soit le lien entre le salarié et la médecine du travail ou le lien entre l'entreprise et la médecine du travail. Des deux côtés, il peut parfois y avoir des difficultés. L'idée étant, là encore, de mettre un petit peu d'huile dans les rouages sur les différents liens entre les différents partenaires. Accompagnement face aux conséquences de la maladie, préparation à la reprise après un arrêt long, donc je le disais tout de suite, toutes les démarches et à la mutuelle prévoyance, prise en charge de frais médicaux, invalidité. Ce qui va toucher au handicap, là, on va être sur le maintien dans l'emploi, reconnaissance d'un handicap, information sur tout ce qui va être RQTH. Certaines entreprises voilà, ont beaucoup communiqué, d'autres un peu moins. Pour le coup, on a certains salariés qui ne connaissent pas du tout. Vraiment, enfin, qui ne connaissent pas ce que peut leur permettre une RQTH. Il y a beaucoup de confusion autour de ça, donc c'est important de communiquer largement. L'aménagement au poste de travail, la prévention des risques d'inaptitude. Et enfin, sur la sphère travail à proprement parler, là, ça peut être l'accompagnement au développement des compétences psychosociales. Ce que je mets derrière accompagnement au développement des compétences psychosociales, c'est accompagner les salariés qui n'auraient pas travaillé depuis longtemps à savoir comment s'intégrer dans une entreprise. Une personne qui n'a pas travaillé depuis longtemps, il y a des codes qui nous paraissent évidents à nous qui travaillons depuis de très nombreuses années. Il y a des choses où on se dit, bah oui, ça c'est évident, c'est la façon dont il faut se comporter, c'est celle-ci. Sauf que pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis très longtemps, qui n'a pas fait partie d'un collectif, qui est parfois voilà, éloigné de l'emploi, c'est aussi quelque chose qui se travaille et qui s'accompagne. L'accueil des nouveaux embauchés, la prévention des RPS, bien évidemment, vécu du poste de travail, préparation à la fin de carrière et départ à la retraite, qui sont des démarches aussi qui s'anticipent de longs mois à l'avance et qui prennent beaucoup de temps au service RH. Donc voilà, ça vous donne un panel assez large de tout ce qui peut être fait. Je le redis, hein, c'est pas exhaustif, mais voilà, ça vous donne quand même un ordre d'idée relativement complet de ce qui peut être accompagné. Les deux idées, en tout cas les deux éléments phares qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est l'articulation entre les aides existantes et l'accompagnement humain qui va permettre, pardon, d'agir efficacement. Euh, des aides, il en existe pléthore. Des aides, des dispositifs, des acteurs, il y en a plein. Entre le fait d'aller solliciter une aide, entre le fait d'avoir connaissance d'une aide et le fait de la solliciter, il y a vraiment un fossé. Aujourd'hui, on le voit bien, l'entreprise, elle va essayer de répondre comme elle peut aux différentes demandes. Un salarié qui fait part d'une difficulté de mobilité, possiblement, elle va l'orienter vers les acteurs adéquats. Un salarié qui fait part d'une difficulté budgétaire, idem, elle va l'orienter. Est-ce que le salarié va solliciter? La plupart du temps, non. Donc là, on le voit, on le constate, c'est vraiment l'accompagnement humain qui va permettre de solliciter et d'agir efficacement. Même chose je reprends l'exemple tout à l'heure, je vous expliquais que c'était vraiment pas une question de statut, pas une question voilà, de compétences. L'accompagnement social en entreprise va aussi venir toucher toute une partie de la population qui n'est possiblement pas habituée à solliciter ni des aides, ni des professionnels sociaux. Pourquoi? Parce que toujours ce sentiment de se dire je ne suis pas suffisamment en difficulté pour aller solliciter de l'aide et en parallèle, ben non, j'ai honte, ça me gêne, j'ai pas l'énergie, je me sens pas en mesure d'aller réaliser telle démarche. Dans tous les cas, on voit bien que c'est le fait d'accompagner, le fait de soutenir va permettre d'aller mobiliser les aides.
Et puis, il y a bien évidemment toutes les questions liées à la mauvaise maîtrise de la langue française ou à la mauvaise maîtrise des démarches administratives ou des démarches en ligne. Maintenant, on a beaucoup de dossiers qui se font en ligne et tout un tas de personnes qui sont très en difficulté avec la réalisation des démarches. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quelle que soit la raison qui fait qu'on ne réalise pas la démarche, le faire en étant accompagné permet de mobiliser l'aide existante. Et l'autre idée qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que prévenir les difficultés avant qu'elles n'apparaissent et les accompagner dès qu'elles surviennent permet vraiment de sécuriser les parcours et d'éviter les conséquences, donc qu'elles soient financières ou organisationnelles. Mais plus tôt on intervient, plus tôt on prévient la difficulté, plus on pourra éviter voilà, les conséquences en chaîne. Les modalités d'intervention. Alors là, je vais vous présenter vraiment concrètement comment ça se passe, parce que souvent, voilà, on peut me dire, OK, vous intervenez sur tous ces champs-là. Dans les faits, comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir dans mon entreprise? Comment ça se passe? Donc, on y vient. Alors, avant toute chose, il m'est important de vous dire que la modalité d'accompagnement est adaptée au maximum selon les besoins, les demandes et le contexte de l'entreprise. L'idée, ce n'est pas d'appliquer un accompagnement identique à toutes les entreprises. Vous avez toutes des contraintes différentes, des contraintes organisationnelles, des contraintes budgétaires, des contraintes liées au poste dans l'entreprise, des salariés qui vont travailler de nuit, des salariés qui vont être en déplacement, potentiellement une entreprise multisite, possiblement. Enfin voilà, il y a toujours en tout cas un contexte bien propre à chaque entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter au maximum à vos demandes, à vos besoins et à ce qui peut se mettre en place. Alors, ça peut être tout d'abord, ce qui est le plus fréquent, c'est la mise en place d'une permanence sociale régulière. La mise en place d'une permanence sociale régulière, elle peut être sur site, bien évidemment, donc sur le site de l'entreprise, avec possibilité de rendez-vous dans l'entreprise, au domicile, par téléphone ou en lieu neutre. Mais ça peut également être une permanence sociale par téléphone. C'est possible. Lorsque l'entreprise souhaite débuter parfois par une permanence téléphonique ou parce que pour certains sites un peu plus éloignés, il y a nécessité voilà, de proposer aussi une permanence téléphonique, c'est possible. Ça peut également être l'accompagnement individualisé d'un salarié. Donc là, l'idée, c'est de venir sécuriser une insertion, hein, de venir s'assurer du maintien dans l'emploi d'un salarié. Euh, j'ai pu être sollicitée par des entreprises qui ont rencontré des difficultés de recrutement. Bon, bah voilà, forcément, il y a certains secteurs où recruter devient difficile. Lorsqu'on a recruté un salarié pour lequel tout se passe bien, c'est un salarié qui s'est bien intégré, qui répond à ses missions et pour lequel l'entreprise a vraiment vocation et souhait de le garder. L'entreprise peut aussi se dire, bah voilà, j'ai connaissance de problématiques personnelles pour mon salarié. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le salarié va être maintenu en poste? Donc là, ça peut être un accompagnement individualisé dans ce cadre-là. Il peut s'agir de besoins ponctuels et urgents, bien évidemment. Donc là, on est sur une aide réactive et soutenante pour l'entreprise et le salarié lorsqu'il y a vraiment une question et un besoin ponctuel et relativement urgent. Et puis, ça peut être également de la prévention collective. Alors, la prévention collective, elle est sur des thématiques qui sont identifiées en amont, soit par l'entreprise directement, qui se dirait, voilà, là, sur les mois à venir, sur les prochains mois, on va avoir une vague de départ à la retraite. Donc, on aimerait pouvoir proposer un accompagnement à nos salariés dans ce cadre-là. Ça peut être sur des saisies sur salaire, sur du budget. Ça peut être sur des addictions, ça peut être sur tout un tas de sujets qui peuvent être identifiés en amont, soit par l'entreprise, soit par moi directement. Si en intervenant dans l'entreprise, j'estime voilà, qu'il y a une plus-value et un intérêt de mettre en place une action collective sur un sujet. Je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement touche vraiment toutes les entreprises. Et donc là, pour des entreprises qui auraient le souhait de mettre en place une permanence sociale régulière, mais qui se questionneraient
sur la possibilité de le faire. Alors particulièrement, je pense aux TPE. Il est possible de mutualiser une permanence. Alors là, on est sur une mutualisation inter-entreprise. Donc, c'est la mise en place d'une permanence sociale régulière pour plusieurs entreprises. C'est possible. Donc là, même chose, la permanence, elle peut être physique, hein. Généralement, c'est sur un lieu identifié en amont, un lieu neutre identifié en amont, avec des possibilités de rendez-vous, soit sur le lieu de permanence, au domicile, par téléphone. Voilà, là aussi, sur les rendez-vous, c'est adapté au maximum. Et la permanence peut également être téléphonique lors d'une permanence mutualisée. C'est possible. La permanence sociale, à titre indicatif, le tarif comprend la journée de permanence, donc jour et horaire défini avec l'entreprise, identique chaque mois. L'envoi de courriers de mise à disposition. Alors là, les courriers de mise à disposition, ce sont des courriers que j'envoie aux salariés lorsqu'ils sont concernés par des saisies sur salaire, des arrêts maladie longs. Alors, arrêt maladie long, ce qu'on met derrière arrêt maladie long, ça va vraiment être défini avec l'entreprise. Pour certaines entreprises, il va y avoir un souhait de mise à disposition au-delà de 15 jours d'arrêt. Pour d'autres entreprises, ça va être 3 semaines, un mois possiblement également. Donc là, c'est défini aussi ensemble en amont. Ça peut être dans le cas de deuil, absence au poste ou toute autre situation qui serait identifiée par l'entreprise. Donc là, c'est un courrier qui est envoyé où moi je précise donc que je suis assistante sociale du travail, que j'interviens dans le cadre de l'entreprise. Il est reprécisé également la notion de secret professionnel pour vraiment rassurer le salarié. Et puis, il y a toute une partie du courrier qui reprend les modalités de prise de contact. Comment est-ce que le salarié peut me contacter? Où est-ce qu'on peut se rencontrer? L'idée étant de le rassurer à tous les niveaux et de répondre à toutes ces questions. Le tarif comprend également la réalisation et la présentation d'un bilan d'activité annuel. Alors, non nominatif, voilà, ça paraît évident, mais je le précise quand même. Le bilan, il reprend le nombre de sollicitations, les modalités des rendez-vous, les thématiques abordées et tout autre indicateur selon la demande de l'entreprise. Le bilan, il permet vraiment de se poser à un moment donné pour à la fois suivre le service qui a été mis en place dans l'entreprise et évaluer en fait comment est-ce qu'on peut le faire, l'ajuster aux besoins, l'ajuster à ce qui a été demandé, voilà, voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'accompagnement. C'est un temps important. Ça comprend également la gestion des besoins ponctuels et urgents en dehors des jours de permanence. Il y a la journée de permanence, là où les journées de permanence, mais évidemment, moi je reste joignable en dehors des jours de permanence et ça ne s'arrête pas à cette simple journée. Et puis, ça va comprendre également la prévention collective, donc là sur les thématiques identifiées, et le temps consacré aux démarches administratives hors permanence également. Là, je parlais des besoins ponctuels en dehors des jours de permanence, mais il y a toute la partie démarche administrative qui va suivre un rendez-vous. Donc là, la constitution des dossiers, la rédaction des écrits, la saisie, les liens avec les partenaires en interne et en externe. Voilà, 1 heure de rendez-vous avec un salarié correspond grosso modo pratiquement à 1 heure de travail et de démarche administrative ensuite. Quels sont les bénéfices concrets pour l'entreprise et le salarié? Donc là, ça fait partie aussi souvent des choses. Alors, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a des choses quand même ça va permettre de résumer. Donc, pour l'employeur, on en parlait tout à l'heure, réduction évidemment de l'absentéisme, du turnover et des coûts liés. Il y a un vrai impact, hein. Là, c'est pareil, j'ai pas mis de chiffres parce que je trouve que c'est toujours difficile d'évaluer vraiment selon les études. En tout cas, il y a des chiffres qui sont donnés sur la réduction de l'absentéisme quand il y a un accompagnement social. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont vraiment significatifs et qui permettent de réduire l'absentéisme. Sécurisation des prises de poste et l'ensemble des emplois. Gagner du temps métier, bien sûr, en réduisant le temps passé dans la gestion des difficultés sociales. Ça permet également un accompagnement social ajusté, rapide et concret face aux difficultés personnelles des salariés. La plupart du temps, ce dont les entreprises ont besoin, ça va être de réagir rapidement. J'ai un salarié qui a telle problématique, ou moi je suis salarié, je rencontre telle problématique, j'ai besoin d'avoir une réponse rapide pour éviter les conséquences.
Donc là, c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui va être ajusté et rapide euh, pour répondre aux difficultés et ne pas attendre un rendez-vous qui mettrait trop de temps avec un organisme externe. Une action directe aussi sur la qualité de vie des conditions de travail et sur les démarches RSE. Voilà, ce sont des sujets qui sont évidemment très d'actualité, mais c'est une réalité. Hein, c'est une très bonne chose que ce soit des sujets qui sont voilà, au centre des discussions en entreprise actuellement, mais la mise en place d'un service social fait partie prégnante de la démarche RSE. Amélioration de la performance globale grâce au mieux-être des salariés en difficulté. Alors là, c'est pareil, c'est une évidence, mais c'est une réalité. Des salariés qui vont mieux, c'est une entreprise qui va mieux. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'est une vérité. Et c'est indéniable. Et puis, bien évidemment, renforcer l'attractivité et la fidélisation, tout simplement parce qu'un service social, c'est aussi un avantage social qui fait la différence au sens où dans une entreprise, on peut avoir tout un tas d'avantages sociaux. Proposer un accompagnement social à ses salariés lorsqu'ils rencontrent des difficultés, c'est un avantage social. Pour le salarié, donc un espace d'écoute externe à l'entreprise, confidentiel et neutre. C'est important de préciser la neutralité et le fait de mettre en place quelque chose qui soit externe à l'entreprise, parce que souvent, on a des difficultés à gérer des situations et on ne comprend pas tout simplement parce qu'on n'a pas l'intégralité des éléments pour pouvoir évaluer et appréhender la situation. Un salarié ne pourra évidemment pas se confier de la même façon à son manager, à son service RH ou à son directeur qu'à une personne externe et qui plus est voilà, soumise au secret professionnel. Un soutien facilement accessible et des solutions concrètes en cas de difficulté, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, un mieux-être physique et mental au quotidien et au travail, et un parcours professionnel facilité et stabilisé. Là aussi, on le sait, un salarié qui va avoir des problématiques se cantonnera la plupart du temps à ses missions, mais il n'aura pas l'énergie pour aller au-delà et potentiellement envisager une évolution de son parcours professionnel. Parce que on est tous humains, on n'est pas des robots et l'énergie, on peut pas la décupler. Quand les batteries sont à plat, eh bien le parcours professionnel, forcément, ça trinque aussi. Ce sont des choses, voilà, qu'on reporte, où on se dit la difficulté, je vais d'abord la gérer. Et le parcours professionnel, c'est quelque chose qui arrivera après. Donc voilà, ça permet aussi de faciliter les parcours et de les stabiliser. J'en ai fini pour ma présentation. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions ou des remarques par rapport à tout ce que j'ai pu présenter et dire? Je suis désolée, vous me voyez certainement faire tourner la tête régulièrement, mais c'est parce que j'ai deux écrans, j'ai les caméras avec vos visages et mon PowerPoint sur une autre. Mais je vous écoute. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Merci. Je me présente, Marjorie Jouzel, donc Intermarché sur Laval. Alors moi, merci déjà pour la présentation, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais une question concernant l'accompagnement, notamment sur les permanences sociales régulières. Est-ce que au départ, vous faites peut-être une présentation de tout ce que vous pouvez proposer à nos salariés pour qu'après ils aient aussi envie de s'inscrire et de venir aux permanences, parce que moi je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés pour avoir des conseils au quotidien. Tout à fait. Je vous remercie de me poser la question parce que c'est un élément normalement que je dis lors de mes présentations et que j'ai oublié sur le volet de la mise en place. Lorsqu'il y a un contrat qui est mis en place avec une entreprise, il faut avoir en tête que la mise en place du service social ne se fait pas du jour au lendemain. Et vous avez raison, il y a une nécessité forte de communiquer auprès des salariés sur la mise en place du service.
Alors, ça passe par plusieurs choses. Lorsque c'est possible dans l'entreprise, ça peut se faire sous forme d'information collective, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Mhm. C'est aussi sur ce sujet dès le début, on peut intervenir pour présenter ce qu'est le service social du travail, donc la notion de secret professionnel, les différentes missions et donner des exemples très précis, voilà, qui vont parler aussi aux salariés et permettre de faire écho. Quand c'est pas possible, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises où la mise en place d'une information collective n'est pas réalisable. Je pense à l'industrie où on va attendre que les salariés soient possiblement sur leur ligne de telle heure à telle heure et n'auront pas possibilité d'en partir voilà, sur une demi-heure pour assister à une information collective. Je pense aussi aux entreprises où il y a des horaires décalés, où voilà, les personnes qui vont pouvoir travailler de nuit ou être à distance de l'entreprise. Quand c'est comme ça peut être l'envoi d'une vidéo. En fait, c'est l'information collective, mais qui est transmise sous format vidéo par mail aux salariés. Et puis, ça peut être également la transmission de l'information par mail ou par courrier. J'ai certaines entreprises qui fonctionnent encore par courrier, donc quand il y a des courriers, ça peut se faire sous ce format-là. Et puis, si c'est uniquement par mail, ça peut être un mail. Mais là encore, l'idée, c'est de s'adapter. On se rencontre, on voit quels sont vos besoins, comment est-ce qu'on peut mettre en place l'accompagnement social. Et selon la typologie de votre entreprise et ce qui va être le plus adapté, on voit en termes de communication comment aller toucher et sensibiliser les salariés le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'en saisir dès la mise en place. Ok, merci, très clair. Et alors, j'avais une deuxième question. Vous nous avez parlé des modalités d'intervention, mais pas des coûts. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des coûts d'intervention? Oui, bien sûr. Alors, comme je le précisais en début de webinaire, je peux vous donner un ordre d'idée global, en sachant que le coût d'une intervention va vraiment dépendre ensuite des besoins qui vont être identifiés dans l'entreprise, potentiellement du rythme et puis de la durée de l'accompagnement, de la localisation aussi de l'entreprise, si elle est située sur Laval ou plus éloignée sur le département. À peu près sur un accompagnement individuel, donc là où on va être sur un tarif horaire, on est à peu près sur 75 euros de l'heure. Sur une journée d'intervention mensuelle, avec tout ce qu'elle comprend, on sera entre 500 et 600 euros sur l'intervention mensuelle, donc avec l'ensemble des éléments que j'ai pu vous lister tout à l'heure. Ok, très clair, merci. Y a-t-il d'autres questions? Sachant évidemment hein, que vous allez tous avoir accès à la présentation et puis vu que c'est enregistré en webinaire, hein, la possibilité aussi de pouvoir revisionner. Et comme le précisait Audrey, hein, finalement aussi parfois on a des questions d'ordre plus personnel propres à l'activité de sa société et de la problématique qui peut vous être remontée. Hein, voilà, vous pouvez tout à fait reprendre contact avec Audrey pour creuser en tout cas le potentiel partenariat. Moi, je trouve très, très utile ce genre de prestations et c'est pour ça aussi que je tenais à permettre à Audrey de présenter déjà parce que son parcours professionnel avec lequel on a pu collaborer sur d'autres missions est pertinent parce qu'un appui social à tout à chacun, hein, parce que là, effectivement, c'est très orienté salarié, est fort utile. Moi, j'ai beaucoup contact avec des dirigeants qui n'ont pas forcément de service RH ou même des RH qui nous disent « Mon Dieu, je suis parfois dépassée ». Et avec ce discours de j'en ai marre de faire du social. Et comme le précisait Audrey, c'est de remettre effectivement chacun dans ses missions. Un dirigeant qui parfois est préoccupé par sa propre activité, c'est une charge mentale de pouvoir aussi accompagner ses salariés avec un souhait de le faire et de permettre la délégation de cette responsabilité à un acteur extérieur, c'est aussi se décharger de sa propre charge mentale, qu'on soit dans un statut de dirigeant ou de DRH, et permettre aussi peut-être aux salariés d'avoir cette liberté de pouvoir s'ouvrir aussi à un interlocuteur extérieur, parce on a évoqué hein, toutes les raisons, hein, un accident entre guillemets de vie, séparation, un deuil ou une grosse difficulté financière.
c'est difficile aussi de le livrer à son employeur et que finalement on vient avec ses bagages et puis comme on l'a évoqué, hein, l'absentéisme. Et je trouve que c'est un beau moyen de prévention effectivement et l'outil me semble très pertinent. Et qu'effectivement, la mutualisation de moyens, j'ai trouvé ça très intéressant, Audrey, de se dire que finalement, on pourrait intervenir, envisager parfois quand il y a une zone industrielle ou un regroupement de structures, de se dire que on mutualise pour plusieurs entreprises cette prestation. Donc voilà, c'est le petit point en tout cas que je voulais aussi mettre en avant. Merci Sabrina pour ces compléments. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, j'y Non? réponds avec plaisir. Et puis, bien évidemment, je le disais en début de webinaire, mais voilà, il ne faut pas hésiter, ne serait-ce qu'à échanger. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est réalisable dans mon entreprise? Est-ce que c'est réalisable dans mon service? Voilà, faut pas hésiter, on en échange, on voit comment est-ce qu'on peut répondre à vos besoins. L'idée, c'est vraiment de venir alléger, soulager l'entreprise et aller vers un fonctionnement qui va mieux pour tout le monde, hein. L'accompagnement des salariés, l'idée, c'est de permettre à l'entreprise de mieux fonctionner, hein, tout simplement, parce que voilà, je le disais tout à l'heure, mais les salariés qui vont mieux, c'est aussi une entreprise qui va mieux. Donc, c'est important de se pencher sur le sujet. Il y a vraiment tout le monde a à y gagner, vraiment. Bien, c'est une belle manière de conclure. Merci beaucoup, Audrey, Merci. de ton intervention et je remercie l'ensemble des participants où vous allez retrouver évidemment les éléments. Pour information, un prochain webinaire a été calé le 30 avril. Vous en aurez aussi l'information. Et là, c'est le rappel des différents dispositifs emploi qui existent parce que même si, voilà, on se dit, on connaît effectivement certains acteurs comme France Travail, la mission locale. Là, j'ai voulu dédier aussi un temps de remise d'actualisation, enfin, d'actualité finalement de ces structures. Donc, le 30 avril, il y aura une intervention de la direction de l'emploi de Laval Agglomération qui représentera rapidement ces dispositifs, les aides de la mission locale, de Cap Emploi pour les statuts salariés en situation de handicap et de France Travail. Hein. Les acteurs de l'emploi, voilà, même si on se dit, on les connaît plus ou moins, c'est de se dire, on représente, on rebalaye les dispositifs parce qu'il y a toujours plein de nouveautés. Donc voilà, ce sera le thème du prochain webinaire RH. Merci beaucoup Audrey de ton intervention et de votre écoute pour les participants. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et de vous dire à très bientôt. Merci, Beaucoup. Au revoir. Merci à tous.